Donc, notre dernier conférencier, non le moindre, donc le professeur Mani Rabona. Donc, avec sa présentation FinTech, enjeux de protection de la fraude. Bon après-midi, ça me fait plaisir d'être là. Je remercie Maya, je remercie Alain qui m'ont permis de me joindre à vous aujourd'hui et de m'associer aussi, m'avoir associé aux associations. Merci. Alors, écoutez, après l'effervescence qu'on a senti avec les 3 premières présentations, là, je vais vous parler de quelque chose un peu triste. Je vais parler des victimes. Pas pour vous décourager, pas pour décourager l'innovation, mais pour susciter beaucoup plus de vigilance dans l'innovation. Donc, c'est ça. Je vais parler des enjeux de protection de la fraude. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on change. Ça y est. OK. Alors, je vais parler d'abord des opportunités, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. On a tellement entendu de bonnes choses qui se développent avec l'aide je vais beaucoup donc insister sur les risques. Parler des limites du droit, des limites des actions entreprises par les institutions dans le cadre de la réglementation, dans le cadre de la minimisation des risques. Enfin, je vais insister sur comment on peut envisager la protection face à cette émergence de la FinTech. Opportunité, ça a déjà été dit. Il faut insister aussi sur le fait que l'intelligence artificielle, c'est le blockchain, c'est la chaîne de blocs, viennent ajouter une ampleur sans précédent aux enjeux de fraude. Déjà, Internet, c'est sans limite. On a des médias sociaux, donc on atteint tout le monde sur la planète. C'est rapide. Certaines opérations sont automatisées. Les données sont concentrées, vous en avez parlé. Et donc, ça peut facilement non seulement donner lieu à de bonnes choses, mais aussi à de mauvaises choses, y compris ce qui nous intéresse aujourd'hui, la fraude. Quelles sont donc les formes de fraude que la FinTech peut engendrer? Bien évidemment, on voit que le vol d'identité s'est amplifié. Il y en avait déjà avant, mais ça a pris une allure sans précédent. Et le vol d'identifiant, le vol d'identité permet donc aux fraudeurs On s'excuse, c'est parce que les gens en ligne nous demandent, mais on n'entend pas tout. C'est peut-être parce que sinon, ils sont déçus de manquer votre présentation. Peut-être de l'autre côté. Le micro, ça va? Oui, on va essayer. Excusez-nous. Plusieurs formes de fraude, je disais, donc y compris le vol d'identifiant, le retrait, le transfert non autorisé des fonds, les fausses occasions d'investissement, tout ça amplifié par l'intelligence artificielle. On voit souvent des sollicitations non désirées de la part des faux investisseurs qui demandent d'investir dans notamment au niveau des crypto-monnaies. Et
beaucoup de personnes sont dans le panneau. Est-ce que ça va maintenant? Oui, Ok, merci. merci à vous. Il y a la manipulation des données, manipulation frauduleuse des données, qui peut aussi engendrer énormément de pertes, extorsion de fonds, ingénierie sociale. Vous parlez de l'ingénierie sociale qui se développe de plus en plus, où les fraudeurs essayent d'amadouer les victimes et finissent par sécurer des fonds de ces victimes. Et les victimes, il y en a de plusieurs catégories. Il y a des entreprises privées qui sont victimes, et on estime que plus de la moitié des entreprises sont victimes de fraude. Et ça, c'est le rapport de PwC de 2022 qui le dit. On a aussi des entités publiques, des entités étatiques qui sont victimes de fraude. Ensuite, on a des individus de tous âges, tous les âges. On estime qu'une personne sur 5 est victime de fraude. C'est peut-être pas assez parce que avec la fintech, l'utilisation de nouvelles technologies, je doute que ce soit seulement une personne sur 5. Bref, ce sont les statistiques qu'on donne, mais c'est sûr qu'il faut avoir à l'esprit que ce ne sont pas toutes les victimes qui déclarent avoir été victimes. Vous savez que la fraude, c'est l'une des infractions qui ne sont pas déclarées. Donc, des fois, les gens ont honte de déclarer avoir été victime de fraude. Donc, voilà. Il y a également des victimes indirectes. Donc, les victimes directes sont des parents, sont des pères, des mères, des enfants. Les entreprises ont des employés. Donc, ça peut avoir des répercussions sur les victimes indirectes si il y a des pertes importantes de fonds à la suite des actes de fraude. Alors, tout à l'heure, je disais que les individus de tous les âges sont concernés, sont victimes de fraude. On estime que parmi les jeunes de 18 à 24 ans, il y aurait 20% de victimes de fraude. Des fois, on se dit que les jeunes sont beaucoup plus habitués aux nouvelles technologies et ils savent distinguer ce qui est une fraude et ce qui ne l'est pas, mais quand même, ce n'est pas vrai. Ils sont parmi eux, il y a des victimes aussi qui sont vulnérables aux sollicitations frauduleuses. Les gens situés entre 35 et 44 ans sont à 23% victimes de fraude. Donc, ce sont les gens les plus vulnérables, comme vous le voyez, à 23%. Et les plus de 65 ans, on parle d'une moyenne de 18%. Donc, c'est vraiment les couches de la société qui sont vulnérables à la fraude. Et ces données nous proviennent du Royaume-Uni, des données qui ont été compilées en 2021, entre 2021 et 2023. Donc, ce qui se passe au Royaume-Uni n'est pas très différent de ce qui se passe au Canada. Évidemment, là-bas, on a une population plus importante qu'ici. Mais ce que je remarque, c'est qu'au Royaume-Uni, on a beaucoup d'initiatives de prévention comparé au Canada. Donc, on peut même dire que peut-être qu'au Canada, c'est pire qu'au Royaume-Uni en termes de victimisation liée à la fraude. Alors, les entreprises, en termes de pertes, on estime que les entreprises perdent 5% de leurs revenus annuels.
à la suite des actes de fraude. Quant aux particuliers, on estime que aux États-Unis, en 2022, il y a eu des pertes allant de 8,8 milliards de dollars américains. Et ça, c'est en hausse de 30% par rapport à 2021, toujours aux États-Unis. Donc, c'est énorme pour un seul pays. Évidemment, au Canada, ça va être moins que ça parce qu'on est une population moins importante. Alors, les fraudes, ce n'est pas seulement une perte financière, une perte économique. C'est aussi des dommages autres que économiques. On parle notamment pour les entreprises des dommages réputationnels. Et ça, c'est un problème important pour les entreprises. Il faut dire que les entreprises peuvent être victimes à la fois des fraudes de l'extérieur que des fraudes de l'intérieur même de ces entreprises. On a qu'à penser à ce qui s'est passé chez Desjardins avec le vol des informations personnelles des clients. Donc, dommage réputationnel, perte de confiance, donc c'est lié. Quand on perd la confiance, ça entraîne aussi la perte de confiance. La détresse psychologique. Donc, pour les victimes, la détresse psychologique peut se manifester à un niveau de dépression. Et il y a même des cas de suicide à suite des actes de fraude. On le voit souvent, des cas de suicide quand la fraude atteint la victime dans tout ce qu'elle a économisé, notamment les vieilles personnes se font dépouiller de leurs biens économisés toute leur vie active. Donc, il y a des cas de suicide. Pour vous dire que la fraude, finalement, ça fait beaucoup de victimes, même si on ne le dit pas. Et pourquoi on ne le dit pas? Et parce que la fraude, c'est d'abord quelque chose de caché. Donc, ça a lieu en cachette. Et beaucoup de victimes ne le disent pas parce qu'elles craignent une certaine stigmatisation. Pourquoi tu es tombé dedans? Pourquoi tu as cédé à ces sollicitations? Tu ne voyais pas que c'était une arnaque? Donc, c'est des commentaires comme ça qui empêchent les gens de dénoncer aussi à la police. Et finalement, on constate que le système judiciaire, notamment au niveau de la police, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites finalement dans la prévention, dans la répression de ce genre de pratiques-là. Et quand il n'y a pas de répression, c'est sûr que ça encourage les fraudeurs qui, avec les nouvelles technologies, deviennent de plus en plus nombreux. Nos lois sont toujours en arrière. Donc, le législateur n'avance pas au même rythme que les fraudeurs. Les fraudeurs, eux, ne mènent pas beaucoup de débats, alors que dans nos parlements, il y a des débats qui s'éternisent. Au Canada, actuellement, on a un projet de loi depuis 2022 qui aiderait à minimiser les crimes en ligne, mais qui est juste en première lecture depuis le mois dernier. Ça n'avance pas beaucoup.
Les poursuites au niveau des tribunaux, on n'en voit pas assez parce que, évidemment, quand les enquêtes n'ont pas été efficaces, il n'y aura pas de poursuites qui vont s'en suivre. Donc, les poursuites dépendent des enquêtes, des conclusions d'enquête qui sont menées par les agences d'enquête, les policiers. Au niveau des institutions, des organismes de réglementation, c'est le même constat. Les choses n'évoluent pas au rythme de l'évolution des nouvelles technologies. L'AMR, on voit que, parce qu'il y a un représentant de l'AMR, ils essayent de suivre ce qui se passe, mais je pense qu'il y a des limites à ce qu'ils font. Et quand on sait que la fraude dépasse souvent les frontières, donc ça amplifie la complexité. Donc, il y a quelques jours, une victime de fraude me disait que n'a pas pu avoir gain de cause parce que la police ne veut rien faire. Pourquoi? Parce que l'auteur de la fraude se trouve en France. On dit à la victime, mais attendez que la France fasse quelque chose. Et nous, ici, on ne peut rien faire. Donc, au niveau des institutions, c'est difficile. Et quand ça dépasse les frontières, c'est encore plus compliqué. Maintenant, je ne sais pas, mais ça parle de la protection. Comment on peut améliorer la protection? Tout à l'heure, j'ai parlé de la nouveauté des nouvelles technologies, la nouveauté de l'intelligence artificielle, la nouveauté des chaînes de la nouveauté des logiciels qui sont utilisés par les fraudeurs. Alors que d'un autre côté, le législateur ne suit pas le même rythme. Alors, quoi faire? Ça passe par l'éducation, d'abord. Ensuite, l'investissement. Les États et pas les entreprises. Ça prend de l'investissement. Étant donné la lenteur législative, les entreprises de la FinTech ont une grande responsabilité dans la protection, dans la prévention. Je pense qu'un partenariat entre les entreprises de la FinTech et les États est nécessaire parce que on voit que il y a beaucoup de choses qui manquent, beaucoup d'actions qui ne sont pas menées parce que justement, les lois tardent à arriver, les lois tardent à être votées. Entre-temps, lorsque le législateur va voter sa loi, les fraudeurs auront déjà passé à une autre étape. Donc, on sera toujours en retard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que l'État doit céder une partie de sa souveraineté aux acteurs privés, les entreprises de la FinTech, pour qu'elles investissent davantage, peut-être aussi avec l'aide de l'État, investissent davantage dans la technologie. Les fraudeurs utilisent la technologie, mais la technologie aussi peut être utilisée pour déjouer les actions entreprises par ces fraudeurs-là. Je pense que ça passe par là. Évidemment, l'État ne va pas abandonner complètement sa place. Donc, il y aura lieu toujours d'adopter des mesures législatives, des mesures de protection légale, des outils de prévention. Mais je pense que ça, ce sera quelque chose de secondaire. La première des choses à faire, c'est vraiment de donner la capacité aux entreprises privées de pouvoir
pouvoir aider à la prévention, à la détection de la fraude. Il y a également, étant donné que la technologie fonctionne grâce à Internet, donc les fournisseurs d'Internet, les fournisseurs de services ont un rôle à jouer aussi. Et là, le législateur peut imposer des obligations, les obligations notamment de diligence raisonnable dans la prévention, parce que les sollicitations, par exemple, sur Internet, les applications, ça a besoin d'accès Internet. Donc, une obligation de diligence par ces agents ou par ces fournisseurs de services va aider à prendre des actions qui s'imposent. Malheureusement, le projet de loi C-63, qui est un projet de loi fédéral, est en première lecture depuis 2022. On a eu la première lecture en février 2024. On vise à créer le Bureau canadien de la sécurité numérique, Commission canadienne de la sécurité numérique, Ombudsman canadien de la sécurité numérique. Mais ce qui va vous étonner, c'est que ce projet de loi se limite aux crimes haineux et les crimes d'ordre sexuel, y compris la pornographie juvénile. Donc, on n'inclut pas les crimes financiers, on n'inclut pas la fraude. Je pense que des amendements pourraient être apportés à ce projet. L'intervention des acteurs de la FinTech pour on élargisse au projet de loi. Donc, finalement, comme conclusion, c'est que les fraudes qu'on observe au niveau de la FinTech, ce n'est pas quelque chose qu'un seul acteur peut faire. Donc, l'État ne peut rien faire tout seul. Donc, ça prend une co-régulation, ça prend une implication de tous les acteurs. L'État, donc, doit mettre un peu d'eau dans son vin pour pouvoir céder une partie de sa souveraineté aux acteurs privés pour qu'ils s'impliquent davantage dans la prévention, dans la protection. Merci. Merci beaucoup. Vous avez des questions, des commentaires? Est-ce qu'on dans le domaine de la fraude, que dans le domaine des FinTech, à partir des mêmes accusations, des mêmes chefs d'accusation, n'importe quel autre, ou est-ce que ça prendrait une définition spécifique sur le simplement des articles du Code criminel sur ce là ou d'autres articles de loi qui définissent au fédéral des situations qualifiées d'actes criminels en tant qu'acte criminel, ou est-ce que c'est nécessaire de définir d'autres effets? En tout cas, pour l'instant, il y a le crime de fraude, qui est un ancien crime du Code criminel, qui est utilisé. Mais aussi, il y a des dispositions qui concernent l'utilisation non appropriée de l'ordinateur. Donc, ça peut être utilisé, mais je me dis que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait peut-être changer d'approche et envisager d'autres infractions qui pourraient être soumises au niveau des poursuites criminelles. Évidemment, au niveau de l'AMF, c'est un peu plus large, mais eux, c'est le domaine pénal réglementaire. Donc, ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre qu'au niveau des poursuites criminelles. Merci. Je vais vous inviter à... Merci à Missy, merci beaucoup.